tous et bienvenue dans cette émission, dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle Deck Tech. Je suis en compagnie de Olivier Zwick qui est là, qui une nouvelle fois nous fait le plaisir de nous expliquer, de nous raconter un petit peu son deck. Alors aujourd'hui on va vous présenter la Deck Tech du jeu Planeswalker qui a été joué de temps en temps, de temps à autre et qui est pas si mal en ce moment. Olivier, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi ce deck Déjà, le deck est assez jeune. Il a été trouvé, mis en place par un joueur américain, Todd Stevens, il y a quelques mois. Donc j'étais tombé sur cette liste et puis je me suis amusé à la monter et à jouer, déjà en tournoi une fois. Et au final, c'est un deck qu'on peut coter à 9 sur 10 au niveau du fun. C'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec beaucoup de Planeswalker. C'est une des types de cartes que je préfère. Donc c'est l'avantage de pouvoir jouer, comme on le verra, 4 couleurs, donc avoir accès aux meilleurs Planeswalker du format à peu près. Et donc concrètement, en fait, c'est un deck qui est. Tout va tourner autour des Planeswalkers. Voilà, c'est ça. On a 15 Planeswalkers, donc on va expliquer un peu leur rôle à chacun tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et alors, on va peut-être commencer par les accélérateurs, j'ai envie de dire, parce que ce qui est important, c'est de sortir rapidement ces Planeswalkers. Exactement, parce que le format est de plus en plus rapide, comme on l'a dit la semaine dernière en moderne. Là, on joue des slots à 4, à 5, à 6. Donc en théorie, au tour 6, on est déjà censé être mort ou pas loin. Donc il faut trouver une solution pour pouvoir sortir ces Planeswalkers beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on a accès, on n'a pas fait les choses à moitié, à 15 accélérateurs de mana. Donc c'est les plus connus, on a 4 Nobles Hiérarches, 4 Oiseaux, 4 Elfes de la Charmille et 3 Cariati. En fait, c'est quasiment tous des créatures qui vont donner au moins 2 voire 3 couleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va jouer des Ravlands qui vont nous permettre d'avoir du double coloré or-vert, donc ce qui va nous aider à caster des Planeswalkers. Donc, on va aussi dire que le deck existe depuis peu grâce à un nouvel ajout de Serment des Nissa. Voilà, Serment de Nissa, donc qui est une espèce de ponder vert qui va nous permettre d'aller chercher quasiment toutes les cartes du jeu, que ce soit un accélérateur si on en a besoin, ou plutôt un Planeswalker qu'on va pouvoir prendre. Alors, il est légendaire, on pourra donc en avoir qu'en jeu. C'est le petit bémol, mais c'est une carte qui est tellement forte dans ce jeu-là. Voilà, quelque part, c'est peut-être même un avantage qu'il soit légendaire, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure. Ouais. Alors, l'autre carte qui est vraiment très bonne dans le deck, et qui est là aussi est beaucoup appréciée des joueurs, c'est la saison de dédoublement. On va peut-être expliquer ce que c'est, on va voir ce que tu la connais. Alors moi, pour ma part, je vais te laisser l'expliquer parce que c'est toi qui es censé passer à la caméra. Voilà. Donc c'est un enchantement qui coûte 5, donc encore une fois une carte assez chère à payer, qui n'a pas véritablement d'effet d'arrivée en jeu. Donc on va l'expliquer rapidement. Ça permet de doubler le nombre de marqueurs quand un de vos permanents arrive en jeu. Donc, que ce soit des marqueurs, des compteurs +1/+1, voire des compteurs -1/-1, ou des compteurs de loyauté d'un Planeswalker. L'autre chose, c'est quand un token arrive en jeu sous votre contrôle, on va doubler le nombre de tokens. Alors, quel est l'intérêt avec les Planeswalkers? Vous l'aurez vite deviné, c'est d'arriver à avoir le double de marqueurs de loyauté en jeu, ce qui va permettre de déclencher des ultimates quasiment instantanément quand le Planeswalker touche la table le tour d'après ou la saison est arrivée en jeu. Alors, l'autre chose que j'ai oublié de préciser sur le Serment de Nissa, effectivement, il y a 2 effets. Le deuxième effet, c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de jouer 4 couleurs, c'est qu'il est noté que les Planeswalkers pourront être castés avec n'importe quelle couleur de mana. Ce qui va nous permettre d'avoir la combo la plus intéressante du jeu, qui va permettre de locker l'adversaire momentanément ou même définitivement, c'est qu'on va jouer 2 Blood Moon. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se couper de beaucoup de couleurs, on va avoir que du vert ou peut-être que du rouge, mais l'adversaire aussi risquera d'avoir quasiment l'intégralité de ces couleurs bloquées, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à caster nos serments. Sachant que Blood Moon est intéressant aussi parce qu'on a une base de mana, entre guillemets, elfe, noble, cariati et bird. Si on n'a pas la chance d'avoir le serment de Nissa, on aura les mana d'or qui nous permettront de caster des Planeswalkers assez aisément. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux 15 Planeswalkers. Donc, par ordre de casting cost, on va commencer par Nissa, la voix de Zendikar. Donc, c'est un Planeswalker le plus faible en coût du deck, il y en a 3. Donc, pourquoi il est là? Principalement pour être joué tour 2 et permettre d'avoir
une plante qui va nous permettre de bloquer trash block contre des decks agressifs. Donc ça, c'est la première capacité en early game. C'est peut-être une des cartes les plus importantes actuellement dans le méta actuel parce que ça va vachement vite, il y a beaucoup de decks aggro. Donc effectivement, quand tu l'as en main de départ, c'est pas mal parce que tu sors tout de suite ton token qui permet tour 2, et donc je vais protéger Nissa. C'est ça. Elle ne prendra pas ball puisqu'elle va passer à 4 de loyauté. Ouais. DK est un peu moins joué, donc elle risque de rester sur table. L'autre effet ultra intéressant de Nissa, c'est en late game. Imaginons que nous avons une partie un peu loquée. Le -2 va permettre de transformer tous nos petites créatures 1-1 ou 0-1 en 1-2 ou 2-2, ce qui va nous permettre d'avoir un board un peu plus gros. Donc ça sera vraiment intéressant si on a une partie qui ralentit ou si on veut vraiment passer à l'offensive ou qu'on veut vraiment finir la partie plus rapidement. Le -2 sera intéressant dès le moment où on aura 2 ou 3 birds ou oiseaux, quoi. Bird ou noble, je veux dire. Ça, c'est donc, et le -7 permet de faire une révélation du Sphinx en fonction des terrains, ce qui est pas mal non plus. Pareil, si Nissa reste en vie, on n'hésitera pas à faire le -7, sachant que... Moi, je t'ai vu le jouer à un moment donné en match, et je me rappelle t'avoir vu effectivement attaquer avec le bird à un moment donné, parce que tu avais une noble et un bird, et le mec était à 2 en face, et pour le coup, tu es allé... Voilà, le bird peut aussi également permettre d'attaquer avec de l'évasion, qu'il soit 0-1 avec noble, 1-2 ou avec un marqueur, soit de Nissa, soit d'un terrain, pour la transformer en une créature beaucoup plus agressive. Donc voilà pour Nissa. Et on va passer à peut-être le Planeswalker le plus central du deck, c'est-à-dire Nahiri. Ouais. Donc, qui va nous permettre, qui sera, on va dire, permettre de killer assez rapidement, parce que on va jouer Emrakul dans la liste. Donc, tout le monde connaît maintenant la combo entre les deux cartes, c'est-à-dire chercher Emrakul 2 tours après qu'on ait sorti Nahiri, mais qui va aussi nous permettre d'avoir accès à un anti-bet, car le -2 va permettre de nous gérer des créatures adverses, des gros tons, ou voir un enchantement ou un artefact, ce qui ne sera pas négligeable, parce qu'on ne joue approximativement aucun anti-bet proprement dit dans le pack. Ouais. Et on vous parlait de saison de développement, donc la combo, on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire on va poser saison, et si on a l'accès à Nahiri tour d'après, donc elle va arriver avec 8 marqueurs, on va faire le -8 directement, on va chercher Emrakul qui va pouvoir attaquer directement, et on ne sera pas loin, dans ce cas-là, d'avoir le gain. Voilà. Grosso modo, c'est pour ça que ça joue 4, ça en joue 4. Donc, c'est un des kills. Voilà. Et exactement, et on n'hésitera pas non plus à discarder Emrakul si on l'a en main, ça permettra de recycler. Et pourquoi pas recycler des cartes qu'on aura mis au cimetière, comme le Serment de Nissa, puisqu'il est légendaire. Donc ça permettra d'en repiocher un autre derrière. C'est pas négligeable. Donc on va passer, à la 5e Nahiri, c'est-à-dire Jace. C'est sûr, c'est pas la même couleur. Maintenant, on va tout de suite s'intéresser au -8. C'est exactement le même effet que Nahiri. Donc ça donne accès en fait à avoir un ultimate de plus immédiatement pour chercher Emrakul, le caster gratuitement. Donc pouvoir rejouer un tour derrière au cas où, et tuer aussi. Et à côté de ça, il sera vraiment bien contre les decks aggro, qui vont jouer beaucoup de créatures, puisqu'on va permettre avec le +1 de se protéger, de protéger aussi nos autres Planeswalkers. Donc c'est intéressant, et c'est un des 3 Planeswalkers qui va nous faire, plus même, je dis des bêtises, qui aura le meilleur effet de pioche, on va dire, puisque avec le -2, tout le monde le connaît, il va nous permettre de faire un mini fact. Voilà, donc il est très bien. On va passer à Xenagos. Donc c'est vrai qu'au départ j'en jouais qu'un, et puis au final je me suis rendu compte qu'il était très bon. Très bon, pourquoi ? Parce que les 2 premiers effets sont vraiment exceptionnels dans le deck. +1, on rappelle que c'est le même effet que Gaia Cradle, donc ça va nous donner beaucoup de mana. Je dis souvent aussi que Xenagos c'est un petit peu le burning tree du deck, parce qu'au final on risque de le caster gratuitement, puisque quand on va le caster, on va pouvoir peut-être avoir accès à 4 mana directement, et pouvoir d'ailleurs caster un autre drop à 4. Donc c'est vraiment une super bonne interaction. Autre chose, c'est vrai que le +1 de Xenagos, si la partie est vraiment lente, que notre adversaire n'a pas beaucoup d'anti-bet, qui va nous laisser nos créatures à mana en jeu, va peut-être nous permettre sur un malentendu d'hardcaster Emrakul. Ça m'est déjà arrivé pouvoir le faire. C'est vrai que ça peut arriver. Ce qui peut surprendre. Son 0 n'est pas dégueulasse non plus. Son 0, voilà, contre les decks un peu contrôle, ce qui va donner une très bonne cloque contre les decks
lent et permet de tempo également. Voilà, on peut aussi le prendre en défense. Protéger ses planeswalkers. Voilà. Son seul petit défaut, on va dire, c'est qu'il n'a que 3 en loyauté de départ et puis que Bolt est Bolt, ouais. Voilà. Donc des fois, quand on joue contre un deck qui peut jouer Bolt, si on n'est pas trop en danger, on peut se permettre de faire le plus 1, on va dire, dans le vent, quitte à pas faire rien faire avec le mana, mais au moins le protéger au moins un tour. Pour le garder un tour. Et le garder, parce qu'on sait qu'il sera utile par la suite. Le dernier drop à 4, et on va dire le plus discutable à l'heure actuelle. Alors, il est vrai qu'une nouvelle version du deck a été mise en ligne cette semaine, où en fait on a une petite évolution du jeu, bon, que j'ai pas trop apprécié, c'est-à-dire qu'on va jouer 4 saisons des développements avec 4 Tamiyo pour vraiment, on va dire, déclencher l'ultimate le plus vite possible. On va commencer par l'ultimate, c'est-à-dire -7, on va faire Ancestral... Vision. Même pas, on va pioche immédiatement. Oui, c'est-à-dire on va faire Ancestral, rappelle-moi, Recall, pardon, et on va faire Omniscience avec l'emblème. Donc ce qui n'est pas loin non plus de nous faire vraiment prendre l'avantage dans la partie, pas forcément le gain, faut pas l'oublier, on peut piocher 3 nobles sur le mec qui va permettre de cracher sa main, on va dire, dans le tour. Après, c'est vrai que Tamiyo est une bonne carte de tempo. Voilà, je préfère rester sur la base de la première version que j'avais jouée avec les 2 saisons, pour pas vraiment axer que sur la carte là. Et donc j'allais jouer une. Donc le +1 peut effectivement faire tempo. On peut même le jouer sur une de nos créatures, le bird, pour qu'il va attaquer, qu'il va toucher, qu'il va nous faire piocher. Et aussi en défense, on n'hésitera pas, si on n'a pas mis ça avec des plantes, de faire le +1 sur des créatures adverses. Il réfléchira 2 fois avant de nous attaquer s'il veut nous faire piocher. Le -2, donc il va permettre de tempo encore plus, qu'il va friser 2 permanents dans le terrain. Et il aura une petite interaction aussi avec Nahiri, puisque le -2 de Nahiri permet de tuer quelque chose qui est engagé grosso modo. Sachant que des artefacts qui s'engagent, qui peuvent nous gêner, comme par exemple un piège-pont qui nous empêche de tuer, permettront avec Tamiyo d'engager le piège-pont et derrière de l'exiler avec Nahiri. Donc ça peut. Il y a des interactions. Il y a des petites interactions. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Et grosso modo, c'est tout ce que je dirais là-dessus. On pourrait penser à bientôt l'enlever pour chercher, pourquoi pas, la nouvelle Chandra, qui pourrait être dans le deck sympa, qui permettrait de ramper, qui permettrait de piocher, qui permettrait d'avoir un anti-bet, on va dire, décent. Ouais, ça fait un petit peu tout, donc c'est vrai que ça pourrait être sympa ça pourrait être bien. Mode couteau Maintenant, on va voir ce que va faire Tamiyo ce soir. Bon, voilà. Ensuite, on va passer au drop à 5, il y en a 2. Donc, c'est sûrement mon Planeswalker masculin préféré du deck, après Nahiri. Donc, puisqu'il nous permet de vraiment, dans certains match-up pourris, de nous sauver la mise assez de temps pour pouvoir gagner. Par exemple, contre Poison, son +2 va permettre de faire éponge pendant un ou plusieurs tours. Vous l'aurez compris, c'est Gideon Jura. Gideon, voilà, j'ai oublié de le citer. Va permettre aussi d'avoir une certaine interaction avec Nahiri pour pouvoir tuer, la protéger et pouvoir continuer à faire le +2 et déclencher l'ultimate. C'est peut-être un des meilleurs Planeswalkers du monde. Franchement, il est bien sous-joué, mais dans ce deck-là, on peut se permettre. Et on a remarqué qu'il n'a pas vraiment d'ultimate. Maintenant, c'est vrai que sous saison, il arrive avec 12 marqueurs de loyauté. Il faudra quand même s'accrocher pour arriver à le tuer directement. C'est ça. Et on va terminer par les 2 dernières cartes actives qu'on n'a pas encore parlé, les 2 drops à 6, assez différents. On a Elspeth qui va nous permettre surtout de faire anti-bet sur des grosses créatures comme les decks Eldrazi en fait, parce que le -3 va permettre de raser un board assez rapidement et permettre de remplir un board tempo aussi, avec mettre des tokens jusqu'à temps de faire l'ultimate qui est aussi déclenchable immédiatement sous saison. Et c'est une carte, on va dire, assez utilitaire, c'est-à-dire qu'elle pourra sortir en fonction des match-ups, mais c'est vrai que c'est un bon finisher même si c'est un peu lent. Maintenant, elle a sa place quand même main deck. Donc elle va surtout permettre de gérer les grosses créatures. Et là, pour Chandra, qui va permettre de gérer les petites. Donc en fait, son -X va permettre de pouvoir gérer des petites créatures adverses, par exemple contre Affinity, quitte à se saborder son propre board, pouvoir gérer le board en face, c'est peut-être plus important en gardant Chandra vivante. L'avantage par rapport à Elspeth, c'est qu'elle va avoir une coque beaucoup plus rapide et de déclencher 2-3-1 Ast qui vont permettre vraiment de tuer rapidement. Si je dois résumer plus ou moins le deck, le concept en tout cas, si on va accélérer rapidement, on va essayer d'accélérer. C'est ça. Derrière, on va essayer de locker la game si on peut, avec notamment peut-être le Blood Moon, et protéger ses Planeswalkers. Voilà, avoir un board présence et après tuer soit avec Gideon, soit tuer avec Nahiri ou avec les créatures. On joue très peu de terrain, 21.
Pourquoi ? Parce qu'on a assez de mana, accélération, et puis piocher des terrains en late game, ça sera pas forcément des bons top decks. Ouais. Bon, on a la base de général de mana avec les fetch. On va peut-être juste parler vite fait des 4 mana utilitaires. C'est-à-dire les 2 comtés qui vont être un peu les 2 effets que font Nissa pour un peu booster sa colonie de petites créatures. Un Nykthos pour pouvoir ramper encore plus facilement parce qu'on a pas mal de créatures vertes avec la dévotion. Et un abbaye qui permettra de transformer éventuellement des tokens en un démon. Voilà. Après, pour la base de mana, elle est clairement classique. Voilà, dernière chose, on peut parler du canopy qui nous permettra souvent de draw en fait plutôt qu'autre chose. Quand tu as un manque de solution, effectivement, tu peux le saquer pour piocher derrière. C'est pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau des fetch, on est 6 fetch. Voilà, sur 6 fetch. Que du vert, on s'en fiche de l'autre couleur. Le principal, c'est qu'on a que du forêt, que de la forêt en mana classique. Le but, c'est de cherche pas autre chose. Surtout aussi, comme on joue Blood Moon, on veut des langues classiques également. Voilà. Et 5 Rablanc. Voilà. Et on va passer du coup sur la partie side avec Olivier. On vous dit tout de suite. Nous sommes de retour avec Olivier Zwick pour la partie side de ce deck Planeswalker. Tu vas nous présenter ça rapidement et on embrayera après sur tout ce qui est petites questions sympas, bon match-up, mauvais match-up, etc. Je te laisse la parole, Olivier. Donc, première carte qu'on va avoir en 3e exemplaire, c'est la Blood Moon. Donc, on a déjà 2 de main deck. On va rajouter une 3e en fonction de certains match-ups sur des decks tricolores ou plus, où les gens ne pourront pas forcément la gérer, ou qui vont gêner, qui vont... C'est tellement fort de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est une carte, on va dire, maintenant incontournable en moderne. Donc, on pourra se permettre d'en jouer une 3e, voire dans certaines listes 4e, pourquoi pas. Donc, en fait, la deuxième carte, c'est les lines. Pourquoi les lines ? Parce que ça va nous permettre déjà, contre des decks comme Burn ou Anuseum, entre autres, même Valakut, d'avoir une protection. Ouais. Alors, l'autre chose qui est intéressante comme interaction dans le deck, c'est que contre les spells de Burn ou Valakut, ils ne pourront pas cibler notre Planeswalker, parce que je rappelle, quand on cible un joueur, on le... en fait, ça revient sur le Planeswalker. On redirige vers le Planeswalker. Avec les lines, on ne pourra pas, donc ça pourra nous permettre de... Puisque c'est un net joueur, c'est ça. Voilà, en fait, grosso modo, donc ça va bien nous les protéger. Bon, c'est l'effet qui se coule en plus, mais disons, le principal, c'est quand même nous protéger, nous, à la base. Ouais. Après, c'est vrai que les lines est une super carte, elle est un peu moins jouée en ce moment. Elle était très jouée au moment où Burn était très représenté, mais voilà. Elle reste bonne comme ça reste une contre les decks combo quand tu la touches. Voilà. Ensuite, on a Adoration, qui est un petit peu la 4e line, mais qui va permettre de rentrer dans d'autres différents match-ups. Bien évidemment, contre les decks agressifs qui vont tuer au point de vie et qui ne vont pas forcément la gérer, ça sera une bonne carte. Ça sera aussi une bonne carte contre certains decks peut-être moins agressifs comme on l'entend. Même Grixis n'aura pas forcément les moyens de la gérer. En plus de ça, ou Merfolk par exemple, et en fait je la joue aussi parce qu'on joue cette carte-là, Cariatide. Certains decks ne pourront pas la détruire. Donc en fait, avec ces 2 cartes-là, on sera certain quasiment de remporter la partie, car un adversaire ne pourra pas nous la voler, comme on l'a vu par ailleurs. Ouais. Et ensuite, nous avons la partie qu'on continue anti-aggro. Donc on a les 2 Staticasters qui vont nous permettre d'être très forts contre les decks Infection, contre les decks Affinity, où on n'a pas forcément l'avantage parce qu'ils sont trop rapides. Toutes les créatures au final où on a des créatures en endurance, elles vont rentrer. Staticaster qui reste franchement une très très bonne carte de side. En plus, on a la possibilité de caster assez facilement. Tour 2, ça peut surprendre. Et puis je pense qu'en ce moment, comme le méta est vachement agressif et très rapide, on sort beaucoup de petites cartes qui frappent rapidement. Voilà. Ça reste un bloqueur décent. Si en plus on lui met un marqueur dessus, ça reste une 1-4. Un 4 qui peut quand même attaquer, il n'est pas défenseur, il faut le souligner. Ensuite, on a l'explosif artificiel. Bon là, pareil, c'est une carte maintenant qu'on voit partout. Elle est très très utile dans plein de match-ups. Très jouée dans Eldrazi notamment. Et puis en plus, on pourra la jouer à 1, de 0 à 5 en fait. Grosso modo, on a accès à toutes les couleurs. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Ça a clairement sa place dans ce deck. Ensuite, on va quand même terminer contre les decks agressifs. On a le Misium. Alors pourquoi Misium ? C'est jamais vu en moderne. En fait, il y a beaucoup de jeux qui maintenant peuvent aussi jouer un petit peu plus le Bonfire. Mais Bonfire c'est bien, mais quand on est en main de départ, on est toujours très, très heureux. Alors que le Misium en main de départ,
on sera toujours content de l'avoir. On sera toujours content de l'avoir en late game. Permettra de tuer, on va dire, une carte tour 2 qui va nous gêner. C'est ça. Ça aussi, bon, même si c'est un peu moins important, ça a aussi le mérite de tuer Gadok, parce que Gadok sur table, je pense que compliqué. C'est très compliqué. Et vraiment bien. Et en plus de ça, avec l'effet d'Emrakul, on peut toujours en repiocher un autre en late game, donc c'est toujours très utile contre 4 blessures en moderne, c'est pas si mal que ça. Et il y a surtout aussi la surcharge, il me semble, c'est ça. Voilà, en late game, c'est ce que je disais, en late game, ça permet de raser le board adverse, si tant est qu'il y a beaucoup de créatures à moins de 4 en force. Mais je trouve que c'est la carte burn la plus polyvalente qu'on pouvait trouver pour le jeu. En plus, les 3 mana rouges seront facilement trouvables dans le deck. Ouais, bien sûr. Ensuite, on a 3 Stony Silence, donc ça, on ne présente c'est la base, présente plus. En moderne. Voilà, donc contre Tron, contre Affinity, contre Lanterne, voilà, vous savez mieux que moi encore où les rentrer. Et de Rest in Peace, donc là, pareil, contre les jeux à base de... Tout ce qui est Dredge, tout ce qui touche au cimetière, éventuellement Grixis. Voilà, c'est vrai que là, on a un panel de cartes qui est intéressant parce que je pense que tu t'es armé un petit peu contre tout type de deck, sachant que tes Planeswalkers, ils ont chacun leur capacité et ils peuvent gérer plus ou moins les match-ups aussi. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on a accès au blanc, et le blanc, pour moi, la meilleure couleur au niveau des cartes de side. Et donc, si vous regardez bien, on a une majorité de cartes blanches, c'est pas un hasard. Donc, on va peut-être embrayer sur... je vais te poser 2-3 questions parce que pour le coup c'est quand même intéressant de savoir quels sont les bons match-up quand on joue Planeswalker, maintenant que tu le joues depuis quelques temps, et quels sont les mauvais match-up. On va commencer par les bons match-up. Les bons match-up, disons qu'il n'y en a pas des centaines parce qu'on n'a pas forcément de victoire à 80-20, 90-20, 90-10 pardon, quand on commence une partie avec Planeswalker parce que... Ouais, c'est pas comme Burn, Infect contre Tron. Voilà, disons que il va falloir batailler pour pouvoir gagner. Et comme c'est vraiment un tier 3, un tier 4, il faut vraiment calculer tous ces plays. On n'a pas trop le droit à l'erreur par rapport à la puissance du jeu qui est 100%, qui n'est pas 100%. Par rapport au méta, quoi. Voilà. C'est sûr que... Mais disons que on a, grâce à notre jeu qui est un peu inhabituel, peut-être les joueurs adverses n'auront pas forcément l'habitude de jouer contre, n'auront pas forcément les cartes pour pouvoir gérer nos Planeswalkers. Je rappelle quand même que tu as fait top 8 sur un tournoi chez nous donc en Alsace. Top 2, top 4. Top 4, c'est ça, avec Planeswalker. Et c'est vrai que c'était assez étonnant, mais bon, il y a l'effet de surprise, il y a le fait que tu gères aussi le deck parce que tu le jouais depuis quelques temps. Oui, voilà. Que forcément, t'as pas fait trop de misplay. Peut-être que le niveau aussi n'était pas relevé, que tu as eu des bons match-up aussi. C'était un peu un patchwork de tout ça qui a permis que j'aille aussi loin. Mais bon, tu restes quand même un bon joueur et pour le coup, il y a des choses à faire avec ce deck-là. Voilà. Ça, c'est sûr. La difficulté aussi du jeu qu'on n'a pas parlé, c'est les créatures avec évasion. C'est vrai que j'ai du mal à gérer les créatures volantes, les créatures imbloquables, les créatures avec le piétinement. Le deck n'est pas fait trop pour pouvoir les gérer tout de suite immédiatement, donc ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc il n'y a pas vraiment de bons match-up. On va dire que globalement, il y a plutôt peut-être des mauvais match-up. On a des armes quand même contre les mauvais match-up maintenant. Tout ce qui va vite, je pense. Tout ce qui va très vite, tout ce qui nous brûle les créatures, tout ce qui vont nous défausser nos mains, ça va être assez complexe. D'accord. Donc, Jund, par exemple. Quoique ça dépend des sorties, parce que si on joue pas trop mal, si l'adversaire joue moyennement, qu'il a une mauvaise main, on a quand même possibilité, c'est la partie dure, de pouvoir prendre de l'avantage, prendre du carte du CA. Parce que si on prend l'exemple maintenant, quelqu'un qui te fait une saisie en main, tu as 2 ou 3 Planeswalkers différents, il faut qu'il fasse un choix quand même. Voilà, c'est vrai que il va prendre sûrement celui qui sera le plus bas. Facile, parce que moi je sais que j'ai joué contre toi, et quand il y a une Nairi et un Gideon Jura, finalement, voilà. Après il faut faire les bons choix. Disons... Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un deck qui est intéressant. Je sais que en fait, si vous voulez, on a choisi ce deck-là aussi parce qu'on a fait un sondage et on a vu qu'il y avait une certaine popularité sur ce deck-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'est parce que c'est un deck qui est à la fois fun et qui peut devenir compétitif aussi. Mais il faut le maîtriser. Voilà, c'est vrai que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est avant tout un deck fun, super sympa à jouer, pouvoir activer 2-3 Planeswalkers dans le tour, faire des effets, ça donne beaucoup de choix. Donc les joueurs qui aiment bien avoir beaucoup de choix seront contents. Ça c'est clair. Maintenant c'est vrai que le deuxième avantage du jeu, qui est sympa, c'est que à chaque extension, on a accès à de nouveaux Planeswalkers disponibles. Donc le jeu sera en perpétuelle évolution quelque part. C'est ça. Donc c'est vrai que si vous avez choisi d'investir dans un deck comme ça, vous ne passerez pas inaperçu.
d'une part, et en plus de ça, vous aurez un jeu qui pourra constamment pouvoir évoluer, améliorer. Vous voyez, là, regardez, on aurait pu mettre Chandra. Peut-être que d'ici quelques mois, d'autres Planeswalkers arriveront. Donc, j'ai peut-être une petite question. Pourquoi, juste la dernière, pourquoi on ne joue pas Utopia Sprawl par exemple dans ce type de deck-là? Parce que je sais que c'est une carte qui accélère aussi, qui est beaucoup jouée et qui peut accélérer. Voilà. Est-ce qu'il y a des versions qui la jouent? Oui, il y a des versions qui la jouent. Je préférais faire une version un peu plus créature. D'accord. Donc en fait, pour profiter des 2 Gavony et des 3 Nissa. C'est vrai on peut, avec Utopia, sur certaines très bonnes sorties, pouvoir caster tour 2 à slot à 4. C'est pour ça. Maintenant, c'est vrai que Utopia sera plus difficile à jouer, sachant qu'on joue des Blue Moon, parce qu'il faudra qu'on ait une forêt à enchanter. Si on n'a pas le choix, on sait que notre Utopia va être sacrifié, puisque ça va fizzle. Effectivement. Donc, j'ai préféré la solution plus offensive, parce que contre contrôle, en fait, il faut pouvoir mettre une petite pression. Utopia ne le fera pas. Ok, tu as répondu à toutes nos questions. Donc voilà, on vous remercie une fois de plus de nous suivre. On vous présentera effectivement le deck contre lequel on va jouer, c'est le deck Meule. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur jeu pour le mettre en valeur celui-là. Voilà. Mais bon. Mais ça fait partie aussi du jeu. On vous remercie en tout cas et on vous dit à très bientôt et à bientôt. Voilà.